Vous êtes entendu, Monsieur Hessel, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, à la demande de la partie civile qui a souhaité votre audition. Je vous laisse donc immédiatement la parole pour votre déclaration. Nous avons affaire ici à des victimes d'un régime dictatorial, d'un régime qui a été condamné par la voie internationale, mais ces victimes n'ont pas pu jusqu'ici voir leurs problèmes véritablement examinés par un tribunal, comme c'est le cas aujourd'hui. Or, nous vivons dans un monde où il est évident que des crimes qui restent impunis pèsent sur la conscience internationale. Le box est vide, mais la cause est aujourd'hui aussi importante que si le box était plein. C'est donc certainement au nom de principes plus généraux que ceux de la présence ou de l'absence des accusés que l'action que vous menez, Monsieur le Président, Mesdames, a tout son sens. Le président de la République a réuni autour de lui toute son équipe de collaborateurs civils, et parmi lesquels se trouvait bien entendu Jorge Klein. Et donc à 11h du matin, lorsqu'il leur a dit « Vous avez la liberté de partir, vous pouvez le faire encore pendant maintenant, parce qu'il y a une trêve, les bombardements aériens vont frapper », personne n'est sorti. Et Jorge Klein est resté là. Donc ça a été une bataille entre 21 membres de la garde personnelle du président avec des kalachnikovs contre des blindés, contre de l'artillerie lourde, contre l'infanterie. Au point de vue militaire, cela ne posait pas de doute sur quel était le dénouement de ces combats. Alors là, on assistait la force du droit agissante. Ce qu'on défendait à la Moneda, c'est une conception de la société et du pays où l'état des droits avait une signification. Pour quelle raison, finalement, le président Allende a-t-il appelé Augusto Pinochet à prendre la tête de l'armée? D'après ce qu'on connaît, et c'est 48 heures avant le 11 septembre qu'il a tourné Cassac. Et c'est pourquoi, finalement, son coup a réussi. Parce que ça a été un coup par le dos. Contre la trahison, il n'y a pas de défense. Vous diriez que les événements du 11 septembre 1973 à Santiago s'inscrivaient dans le cadre d'un plan? La réponse est affirmative. Le 4 septembre 1970, les Chiliens votent et élisent comme première majorité le candidat du programme commun, Salvador Allende. Le propriétaire du journal le plus influent de la droite chilienne, M. Agustín Edwards, le Mercurio, est allé à la Maison-Blanche et a demandé ouvertement d'organiser un coup d'État au Chili. Ils sont mis 300 à le faire. Vous expliquez le passage au coup d'État par le fait de la préparation du référendum et donc d'une éventuelle confortation du régime de l'unité populaire. C'est un peu comme ça qu'on peut le comprendre ou... Et les choses se sont passées comme cela. Et donc, le président a pris la décision d'appeler au référendum et il a, le dimanche 9 septembre, il a convoqué dans sa résidence personnelle le chef de l'armée, le général Pinochet, et le chef d'état-major. Le président disait lorsqu'ils ont entendu que j'allais convoquer un référendum, ils ont ouvert leurs yeux comme des plats. Voilà l'expression qu'il a utilisée. Ils ont été surpris. Et cette réunion a eu lieu vers midi dimanche. Et ce que nous avons appris, par des sources concordantes différentes, c'est que la décision de Pinochet de tourner Cassac et se joindre aux conspirateurs a eu lieu juste après cette réunion, dans l'après-midi du dimanche. Le but était d'empêcher que le pays sache que le chef de l'État ouvrait les urnes pour choisir leur destinée. Si le président avait pu parler et expliquer il y a le choix des citoyens aux urnes, il y avait une autre possibilité pour le pays, pour faire l'économie d'une dictature. Le 19 septembre de 1973,
Je suis dans ma paroisse, Perpetuo Socorro. Vers 3 heures, il arrive la fâche avec 3 jeeps et on m'arrête, on m'amène à Makewe, à la base militaire de la fâche. Je suis là, conduit à une tour, on me passe les mains en avant, on me met un bandage et j'attends. Soudain, quelqu'un s'approche et prend mon droit, mon droit, il me dit un nom que je n'ai pas compris au début. Il va répéter, mais aussitôt il ajoute, je suis prêtre, je suis français, je suis marié, je travaille à l'INDAP. Il a disparu. Alors moi, après, je suis conduit, ils me sont torturés. Je voulais dire aussi que la première fois que j'étais dans la base militaire de la fâche, où j'étais torturé, j'avais des photos qui sont prises dans ma chambre. Il y avait une photo du docteur Eduardo González, qui c'était mon ami. Alors le militaire me demande qui est-il. Je lui dis, c'est mon ami, c'est le docteur Eduardo González. Alors il me répète 2 fois, il était. Et aussi, il est aujourd'hui disparu. Vous êtes prêtre, Étienne Pell avait été prêtre. Selon vous, quel est le motif de vos interpellations? Nous avons travaillé auprès des pauvres et on a essayé de les aider. On avait un gouvernement qui avait un programme et qui était plus favorable, non? Au niveau à ce développement de la personne, au niveau de l'éducation, de la santé, du logement, du travail, de dignité, de libération de ce qu'il était. Alors, c'était ça aussi quelque chose qui, je crois que c'est ça qui m'a fait toujours, vous êtes des prêtres communistes, votre évêque aussi est communiste, parce qu'il fallait favoriser, nous aider à notre travail. Alors, il avait tout un enchaînement de choses comme ça. Merci à vous. Vous pouvez rester dans la salle, bien évidemment, Okay. si vous souhaitez assister à la poursuite des débats. Merci aussi à la Cour et merci à votre pays, la France. Merci. Je vais finir par les déclarations des accusés. Ce sera relativement bref. D'abord, M. Sandoval-Pau, entendu par M. Matta. Concernant ce qui s'est passé après le 11 septembre, M. Sandoval-Pau m'a dit que ce qui s'était fait avant avait bien valu la peine, car le pays avait été attaqué et dominé par le communisme, et que ce qui avait été fait avait eu le mérite d'éviter le million de morts comme il y en avait eu en Espagne. Il a ajouté que sans doute il y avait-il eu des abus et des erreurs, mais que pour sa part il se sentait fier d'avoir fait ce qu'il avait fait, et que je n'entendrai jamais un mot de condamnation de sa part eu égard à ce que l'on avait dû faire. Nous nous contenterons de ça, puisqu'encore une fois, M. Sandoval-Pau non seulement n'est pas venu, mais ça, il partage ça avec les autres, mais finalement ne se fait pas représenter par un avocat à cette audience. La Cour aurait vu venir avec satisfaction, parce qu'encore une fois, il faut que les procès soient équilibrés. On essaye qu'il le soit, mais c'est vrai que quand on n'a personne de l'autre côté de la barre, ça peut être parfois un petit peu plus difficile. Mais voilà. Je vais commencer pour dire que j'ai connu Alphonse lorsqu'on avait 17 ans, tous les deux. On était étudiants. En 72, on s'est mariés. Et puis après, notre fille est née. Et lorsque Nathalie avait 3 mois, il y a eu le coup d'État. On a commencé à savoir qu'il y avait la répression importante auprès d'Imir. Et Alphonse me disait qu'il avait déjà entendu parler, peut-être mai, avril 1974, qu'il commençait à savoir qu'il y avait des militants d'Imir qui étaient arrêtés par des personnes civiles et qui étaient amenés dans des maisons particulières. C'est ce qu'on savait. C'est tout ce qu'on savait. Et le 30 juillet, on a été arrêtés
je n'étais jamais interrogée moi-même. J'ai subissé la torture pour qu'Alphonse parle. Une fois, il m'a dit qu'il pensait qu'il allait mourir, ou qu'il pouvait mourir. Je lui dis, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Et jusqu'à ce qu'il a été donc transféré. Vous avez dans vos déclarations fait état de façon assez détaillée de ce qui s'était passé lorsque vous étiez en compagnie de votre mari, notamment rue de Londres, 38 rue de Londres. Et c'est important pour la Cour, d'une part par la nature des faits qui lui sont soumis, d'autre part par rapport aux responsabilités des personnes qui sont poursuivies dans cette affaire. Est-ce que vous acceptez d'en parler ou est-ce que vous préférez que je lise des passages de vos déclarations sur ce point? Je préfère que vous... Vous préférez que je lise. Durant notre emprisonnement dans cet endroit, il est arrivé à plusieurs reprises que l'on amène mon mari dans une autre pièce afin qu'il y soit interrogé et qu'on m'y fasse venir quelques minutes plus tard. Donc là, on le faisait se rhabiller au moment où j'entrais dans la pièce de torture située au 2e étage, à côté du bureau des chefs, pièce contenant des instruments de torture, lits métalliques suspendus, fils électriques, etc. Et on m'obligeait à me déshabiller et on m'attachait sur le lit comme la première fois. Puis on obligeait mon mari à me regarder ainsi, tout en procédant à des attouchements sur mon corps et à des tortures électriques. Mon mari les suppliait de me laisser. Ces séances pouvaient durer environ 30 minutes, au bout desquelles on me faisait rhabiller. Et là, on me ramenait dans la salle commune, tout en gardant mon mari dans la salle de torture. Donc on va lui demander de jurer de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. S'il veut bien lever la main droite et dire je fear jure. or hatred, and that you will speak the truth. You have to raise your right hand and say, I swear. Yes, I swear. The United States clearly was in favor of the military governments and in the destruction of certain democratic governments, particularly Chile. Il est évident que les États-Unis étaient en faveur de l'annihilation de certains gouvernements démocratiques en Amérique latine. In addition, the most important DINA official, Manuel Contreras, who I'm sure you're familiar with, Un des plus importants membres de la DINA, Manuel Contreras, made frequent trips to Washington, D.C. to consult with the CIA. s'est rendu fréquemment à Washington, D.C. afin d'y rencontrer des membres de la CIA. Manuel Contreras, at one point in 1975, received substantial payments of money from the CIA. Et à un certain moment, en 1975, Manuel Contreras a reçu des sommes d'argent importantes de la part de la CIA. In my research, the beginning point of Operation Condor, in other words, the coordination of the intelligence forces, Donc, selon mon point de vue, la création de Condor, à savoir la mise en place d'une coordination des services de renseignement, began in May 1975. a commencé en mai 1975. Condor was the creation of the Chilean government. Condor était une création du gouvernement chilien. It included a kind of military alliance C'était une sorte d'alliance militaire, with principally with Argentina and Uruguay, essentiellement avec l'Argentine et l'Uruguay. and I say principally because that involved assassinations outside of Latin America. Et je dis essentiellement parce que cela impliquait des assassinats en dehors de l'Amérique latine. So Claudette arrived with the documents and the money on October 31st. Donc Claudet est arrivé le 31 octobre avec les lettres et l'argent. He went to the Hotel Liberty, Il est allé à l'hôtel Liberté and the next day he was arrested. et il a été arrêté le lendemain. A letter was sent by Arancibia to his boss in Santiago. Une lettre a été envoyée par Arancibia à son patron à Santiago. Arancibia, who is an agent of DINA, Arancibia est un agent de la DINA. said in the letter, Il dit dans cette lettre, after the interrogation of Claudette, après l'interrogatoire de Claudet,
They could only establish that he was a courier of the JCR. Ils ont seulement pu établir qu'il s'agissait d'un messager du GCR. Claudette no longer exists. Claudette n'existe plus. Voilà, la Cour vous remercie vraiment beaucoup, Monsieur Dinges, de vos explications. I want to thank the court for this opportunity. Je remercie la Cour pour cette occasion qui m'a été offerte. I wish my own government would do these kinds of investigations. Je souhaiterais que mon propre gouvernement mène ce genre d'enquête. Voilà, vous avez la parole. Le programme de l'unité populaire, c'était une marche vers la justice sociale. Et ce qui est fascinant, et que votre cours doit avoir en tête de mon point de vue, c'est la solidarité qui s'est manifestée à l'époque à travers des slogans imagés. Je vous en livre un. Sin azúcar, sin aceite, con Allende. Sans sucre, sans huile, parce que les accapareurs étaient à l'œuvre et privaient la population des denrées alimentaires de base, en vérité, pour saper l'autorité du pouvoir, mais avec Allende néanmoins. C'est dire la foi qu'avait en lui la population chilienne. Nous avons perçu à quel point ces dizaines de milliers de Chiliens sont pétris de dignité. Et cette dignité, c'est la dignité de Salvador Allende qui, alors qu'il sait qu'il va mourir, il a sa mitraillette posée sur les genoux, il ajoute « La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen ». L'histoire ne s'arrête pas, ni avec la répression, ni avec le crime. Los procesos sociales, les processus qui sont en marche, que nous avons initiés, ne s'arrêtent pas. Ni por la fuerza, ni por el crimen, ni avec la force, ni avec le crime. Et il a ces derniers mots à qui? Lui qui se présente comme le compañero presidente, le compagnon président, il s'exprime aux travailleurs de sa patrie pour leur dire les mots suivants: Trabajadores de mi patria, travailleurs de ma patrie. Me dirijo a ustedes, je m'adresse al obrero, al profesional, al campesino, je m'adresse à l'ouvrier, je m'adresse au professionnel, je m'adresse aux paysans, je m'adresse à la modesta mujer de nuestras tierras, à la femme modeste de nos terres. Et il finit en expliquant que son projet de construire una sociedad mejor, une meilleure société, ce projet lui survivra. Je voudrais saluer la dignité des 4 disparus qui sont restés fidèles à leurs convictions, qui ont fait preuve d'un courage inouï et dont les criminels sont jugés aujourd'hui. Et je voudrais, devant votre cour, dire Jorge Klein, compañero Jorge Klein, presente. Compañero Esteban Pesle, presente. Compañero Alfonso Chanfraud, compañero Jean-Yves Claudet, compañero Enrique Ropert. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les conseillers, j'en viens aux réquisitions. Je vous demande, et vous apprécierez, de prononcer des peines dont je vais donner la fourchette par rapport aux accusés. Je vais vous demander de manière pas incongrue, mais de tenir compte, je me suis renseigné auprès des conseils des parties civiles, de ce qui est encouru au Chili. Ce n'est pas applicable, nous avons d'autres textes, mais c'est un indicateur, donc pour les 3 principaux responsables, de l'ordre de 20 ans de réclusion criminelle contre Contreras Sepúlveda, Espinosa Bravo et Osvaldo Rivero Rosson, et pour tous les autres, une peine de l'ordre de Casalet. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve.
Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? La Cour va donc se rendre dans la salle délibérée, et délibérer précisément sans désemparer, comme le prévoit également la loi. Elle n'en sortira que lorsque la décision sera prise et rentrera à ce moment-là dans cette salle pour la rendre. Voilà, l'audience est suspendue, la Cour se retire pour délibérer. La Cour, après en avoir délibéré sans désemparer sur l'application de la peine, prononce à la majorité l'acquittement de Zara Olguer José Octavio. Condamne à la majorité Contreras Sepulveda Juan Manuel Guillermo à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Condamne à la majorité Espinosa Bravo Pedro Octavio à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité. Condamne à la majorité Brady Roche Herman Julio à la peine de 30 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Moren Brito Marcelo Luis à la peine de 30 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Krasnov Marchenko Miguel à la peine de 30 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Rivero José Osvaldo à la peine de 25 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Aranciabla Clavel Enrique Lautaro à la peine de 25 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Iturriaga Neumann Raúl Eduardo à la peine de 25 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Godoy Garcia Gerardo Ernesto à la peine de 25 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Ramirez Pineda Luis Joaquim à la peine de 25 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Zapata Reyes Bascle Humberto à la peine de 25 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Ahumada Valderrama Rafael Francisco à la peine de 20 années de réclusion criminelle. Condamne à la majorité Sandovalpo Emilio à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Constate que les mandats d'arrêt décernés le 24 mai 2005 à l'encontre des accusés continuent de produire leurs effets en application des dispositions de l'article 379-3 du Code de procédure pénale. L'audience est levée.